père a manqué les funérailles de ma mère pour voyager avec sa maîtresse. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto de son numéro, « Je ne suis pas morte. Viens au cimetière. Maintenant. » J'y suis allé en voiture, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y a quelques semaines à peine, ma mère était encore en bonne santé, riant joyeusement dans le jardin de derrière. Puis un matin, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Ma mère était décédée d'un arrêt cardiaque soudain. Les funérailles ont eu lieu sous la pluie et mon père. Il ne s'est pas présenté. Alors qu'on descendait le cercueil dans la tombe, il était à Hawaï, main dans la main avec sa jeune maîtresse, souriant à l'appareil photo. Je suis resté silencieusement devant la tombe de ma mère en essayant de me convaincre que tout était fini. Mais cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé. Un message est venu du numéro de ma mère. « Je ne suis pas morte. Viens à la tombe maintenant. » Je me suis figé. Sans réfléchir, je me suis précipité sous la pluie, mon cœur battant à tout rompre. Le cimetière était silencieux, les lampadaires vacillants se reflétant sur la pierre tombale de ma mère. Et puis, à travers le brouillard blanc et brumeux, j'ai vu une silhouette debout devant sa tombe. « Bonjour, je m'appelle Oliver Harris. J'ai 33 ans et je vis à Portland, en Oregon, où les pluies douces tombent et où la rivière Willamette coule aussi calmement qu'une berceuse. De l'extérieur, ma vie peut sembler être une image parfaite. Je travaille comme architecte pour un prestigieux cabinet de design urbain. J'ai une femme merveilleuse nommée Audrey, une psychologue avec un sourire qui fait fondre tous les soucis, et un fils de 5 ans, Nathan, avec des yeux brillants et des questions sans fin. Nous vivons dans une maison en bois moderne nichée au bord de la rivière, où la lumière du soleil du matin filtre à travers de grandes fenêtres en verre, jetant une chaude lueur dorée sur la table du petit déjeuner. Chaque jour, je me réveille, je prépare le café, j'écoute les rires d'Audrey avec Nathan dans la cuisine, et je me dis que j'ai vraiment de la chance. Mais, vous savez, aucune image n'est jamais vraiment parfaite, peu importe avec quel soin elle est peinte. Derrière l'éclat des jours heureux, il y a toujours des ombres que les gens évitent de regarder. Et mon ombre commence peut-être avec ma famille élargie, avec mon père et ma mère. Mon père, Leonard Harris, est un grand nom dans le monde de l'immobilier de Portland. À 65 ans, il dirige toujours Harris Capital, une société d'investissement immobilier renommée avec des projets s'étendant de l'Oregon à la Californie. C'est un homme soigné, toujours vêtu de costumes parfaitement taillés, sa voix calme et tranchante, comme si chaque mot qu'il prononce était soigneusement calculé. Pour les étrangers, il est une icône de la réussite. Mais pour moi, c'est un mur de pierre, froid, inaccessible, et qui me fait toujours sentir que je ne suis jamais assez bon. Je me souviens d'une fois où j'ai remporté mon premier prix de design à 25 ans. Je l'ai montré avec enthousiasme à mon père. Il a jeté un coup d'œil au certificat et a dit d'un ton égal, « Bon travail, Oliver. Mais travailler pour quelqu'un d'autre, c'est juste travailler pour quelqu'un d'autre. » Ces mots m'ont coupé comme un couteau. Même si j'étais habitué à ce qu'il minimise mes réalisations. Pour lui, j'étais toujours juste un architecte travaillant pour quelqu'un d'autre, pas l'héritier de son empire immobilier. Il voulait que je reprenne Harris Capital, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas vivre dans son ombre. Je ne voulais pas devenir une autre version de Leonard Harris. Ma mère, Eleanor, était tout le contraire. À 62 ans, elle conservait encore l'air doux et raffiné d'une professeure d'art. Elle avait pris sa retraite quelques années auparavant, mais passait encore son temps à peindre et à s'occuper du jardin de derrière. Chaque week-end, Audrey et moi emmenions Nathan rendre visite à mes parents. Ces après-midi étaient toujours mes préférés. Maman emmenait Nathan au jardin, lui apprenant à planter des marguerites sauvages pendant que je réparais des étagères ou que je vérifiais la plomberie pour elle. Mon père était souvent occupé par son travail, alors il se joignait rarement à nous. Dans ces moments-là, maman me regardait, souriait et disait, « Tu es ma fierté, Oliver. Peu importe ce que dit ton père, je sais que tu as choisi le bon chemin. » Maman était toujours la médiatrice, essayant d'apaiser la tension entre mon père et moi. Je me souviens encore des fois où mon père se mettait en colère parce que je ne suivais pas ses volontés. Maman me prenait doucement à part, me tendait une tasse de thé et me racontait des histoires de sa jeunesse. Des jours où elle était une enseignante passionnée, montrant à ses élèves comment trouver la beauté dans les choses les plus simples. Elle était ma lumière, celle qui me faisait croire que je n'avais rien à prouver à personne, pas même à mon père. Ma vie continuait comme ça, en équilibre précaire entre les jours heureux avec Audrey et Nathan et les ombres de ma relation tendue avec mon père. J'essayais de ne pas trop penser à lui, à ses mots blessants ou à ses regards déçus.
Je me disais que j'avais tout. Une petite famille chaleureuse, un travail qui a du sens et une mère qui m'aimait inconditionnellement. Mais au fond de moi, je savais que cette paix était aussi fragile qu'une vitre où une seule fissure pouvait tout faire voler en éclats. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre. Je suis allé au bureau tôt, me préparant pour une réunion importante avec l'équipe de conception. Nous discutions des ajustements au plan d'un projet urbain vert, et j'étais ravi de présenter mon idée pour un parc central bordé d'allées ombragées. Ma collègue, Elena, a hoché la tête en signe d'approbation, et mon patron, Monsieur Daniels, a ri bruyamment. Oliver, tu essaies toujours de transformer Portland en forêt, n'est-ce pas? J'ai ri en retour, me sentant à l'aise dans l'atmosphère détendue de la salle de réunion. Puis mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu un numéro inconnu. Normalement, je ne réponds pas aux appels pendant les réunions, mais quelque chose dans la sonnerie insistante m'a donné un mauvais pressentiment. Je me suis excusé auprès de l'équipe, je suis sorti dans le couloir et j'ai décroché. Bonjour, est-ce que Monsieur Oliver Harris? La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme, tremblante comme si elle essayait de rester calme. Je suis infirmière à l'hôpital général de Portland. Je suis vraiment désolé de vous informer que votre mère, Madame Eleanor Harris, est décédée ce matin. Elle a subi un arrêt cardiaque soudain. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais... Je n'ai pas entendu le reste de ces mots. Sa voix s'est estompée en un bourdonnement lointain et déformé, comme si je sombrais sous l'eau. Mon cœur battait la chamade, le sang me montait aux oreilles, et j'ai senti le monde s'effondrer en un instant. Non, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Non, vous vous trompez. Ma mère. Ma mère ne peut pas. Je me suis arrêté, réalisant que je parlais à moi-même. L'infirmière répétait encore ses excuses, mais je ne l'entendais plus. Vous dites que ma mère est morte d'une crise cardiaque, ai-je demandé à nouveau, ma voix tremblante comme si le fait de poser la question suffisamment de fois changerait la réponse. Comment est-ce possible? Ma mère était en bonne santé. Elle n'avait aucun antécédent de problème cardiaque. Êtes-vous sûr que c'est ma mère, Eleanor Harris? Oui, monsieur, a répondu l'infirmière, sa voix s'adoucissant. Je suis vraiment désolé. Pouvez-vous venir à l'hôpital maintenant? Nous avons besoin de vous pour remplir des papiers. J'ai hoché la tête, même si je savais qu'elle ne pouvait pas me voir. J'ai raccroché, restant figé dans le couloir, serrant toujours le téléphone. Tout ce qui m'entourait, les rires de la salle de réunion, la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre, le bruit de la circulation à l'extérieur, me semblait étranger, comme si j'étais piégé dans un terrible rêve. Je ne me souviens pas comment je suis retourné dans la salle de réunion pour m'excuser ni ce que j'ai dit à Elena ou à Monsieur Daniels. Tout ce que je sais, c'est que je me suis précipité hors du bâtiment, que je suis monté dans ma voiture et que j'ai conduit dans un état second. La pluie a commencé à tomber, des gouttelettes striant le pare-brise comme si le ciel lui-même pleurait avec moi. Dans ma tête, une question revenait sans cesse. Comment ma mère pouvait-elle être partie comme ça? Comment quelqu'un de si plein de vie pouvait-il disparaître en un seul instant? J'ai appuyé sur l'accélérateur et la voiture a filé à travers les rues familières de Portland, mais tout m'a semblé soudain étranger. La pluie s'est intensifiée, jetant un voile gris sur la ville. Les essuie-glaces crissaient rythmiquement comme un battement de cœur essayant de m'ancrer à la réalité, mais mon esprit était perdu. Je ne pouvais pas l'accepter. Ma mère, la femme au sourire doux, aux mains toujours tachées de terre de jardin et à la voix aussi chaude que la lumière du soleil, ne pouvait pas être partie comme ça. Pas à cause d'une crise cardiaque insensée. J'ai serré le volant, essayant de rester calme, mais ma poitrine était écrasée sous une lourde pierre. Ma respiration était courte, haletante, et j'avais l'impression de tomber dans un abîme sans fond. Je voulais crier, frapper mes mains contre quelque chose. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était conduire, comme si garder la voiture dans sa voie m'aiderait d'une manière ou d'une autre à contrôler le chaos qui faisait rage en moi. Mais ça n'a pas aidé. Rien ne le pouvait. Puis les souvenirs ont afflué, comme des scènes d'un vieux film joué au ralenti. Je me suis vu, un garçon de 10 ans, assis à la table de la cuisine dans l'ancienne maison de mes parents. Ma mère se tenait là, portant un tablier à fleurs, tenant un pinceau et une grande feuille de papier. « Oli, regarde ça, dit-elle, sa voix douce comme une brise. Chaque ligne raconte une histoire. Tu n'as pas besoin de dessiner parfaitement. Dessine simplement avec ton cœur. » Je restais assis pendant des heures à griffonner des maisons et des arbres, et elle était toujours là, souriante,
louant mes croquis maladroits. C'est lors de ces après-midi que j'ai découvert mon amour pour l'architecture, pour la création d'espaces que les gens pourraient appeler leur chez-soi. Mais tous les souvenirs n'étaient pas chaleureux. Je me suis souvenu des fois où mon père entrait, ses yeux froids balayant mes dessins. « À quoi sert tout ce gribouillage, Éléanore » disait-il, sa voix plate mais dégoulinante de dédain. « Il doit apprendre à travailler sérieusement, pas à rêvasser comme toi. » Ma mère restait silencieuse, ne faisant que serrer ma main plus fort comme pour me dire que je n'avais rien à lui prouver. Mais ces mots m'ont blessé, laissant de petites cicatrices qui n'ont jamais complètement guéri. De retour dans le présent, la pluie à l'extérieur s'est intensifiée, comme si elle essayait d'engloutir la voiture entière. J'ai attrapé mon téléphone et composé le numéro de mon père, espérant qu'il pourrait m'expliquer quelque chose, n'importe quoi. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais personne n'a répondu. J'ai rappelé encore et encore, chaque sonnerie sans réponse me poignardant la poitrine comme un couteau. Pourquoi ne décrochait-il pas? Où était-il? Savait-il même que maman avait? Je ne pouvais pas supporter de finir ma pensée. Un mauvais pressentiment s'est agité comme un nuage sombre qui planait dans mon esprit. Mon père avait toujours le contrôle de ses affaires, de sa famille, même des émotions des autres. Pouvait-il savoir quelque chose que j'ignorais? Le trajet jusqu'à l'hôpital général de Portland m'a semblé interminable. La pluie brouillait le pare-brise et je me suis forcé à me concentrer pour ne pas dévier de la route. Quand je me suis garé devant l'hôpital, mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine pu ouvrir la portière. Je suis sorti, la pluie trempant mon manteau, mais je m'en fichais. J'ai couru dans le hall principal, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. La réceptionniste m'a regardé comme si elle m'attendait. « Monsieur Harris, par ici, s'il vous plaît. » On m'a conduit dans un long couloir. L'odeur âcre d'antiseptique me donnait la nausée. Au bout du couloir, j'ai vu mon père. Léonard Harris, dans un costume gris parfaitement taillé, parlait à un médecin. Il avait l'air calme, trop calme, comme s'il discutait d'une transaction immobilière, pas de la mort de sa femme. Je me suis approché, la voix brisée. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman? Est-ce qu'elle est vraiment? » Mon père a tourné ses yeux froids comme de la pierre. « Oliver, tu es là. » Le médecin expliquait justement. « Ta mère a eu une crise cardiaque, un AVC. Ils n'ont pas pu la sauver. » Sa voix était ferme. Pas une trace de tremblement, pas un soupçon de chagrin. Je l'ai regardé, cherchant le moindre signe de perte, mais tout ce que j'ai vu, c'était un mur impassible. Le médecin, un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture fine, a pris la parole. « Je suis vraiment désolé, monsieur Harris. Madame Éléanore a été amenée ici ce matin, mais son cœur s'était arrêté avant que nous puissions intervenir. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. C'était un AVC soudain. » Soudain, ai-je presque crié, surprenant à la fois le médecin et mon père. Ma mère n'avait aucun antécédent de problème cardiaque. Il y a quelques semaines à peine, elle jouait avec mon fils, plantait des fleurs, riait. Comment a-t-elle pu? Qui l'a amenée ici? Que s'est-il passé? Mon père m'a interrompu, sa voix tranchante. Ça suffit, Oliver. Ne fais pas de scène. Ta mère est partie. Maintenant, nous devons nous occuper des papiers et préserver la dignité de la famille. Compris? Il a insisté sur le mot dignité comme si c'était la seule chose qui comptait maintenant. Je suis resté là, abasourdi. La dignité? Ma mère venait de mourir et il s'inquiétait de la dignité. Je voulais crier, l'attraper et exiger des réponses, mais je ne pouvais pas. Une infirmière s'est approchée, me tendant un sac avec les effets personnels de ma mère, un petit portefeuille, les boucles d'oreilles en perles qu'elle aimait et un mouchoir brodé de marguerites. J'ai serré le mouchoir, sentant mon cœur se briser. La faible odeur de son parfum persistait sur le tissu, comme si elle était encore quelque part près de moi. Mon père s'est détourné, sortant son téléphone et entrant dans le couloir pour parler à quelqu'un. J'ai regardé son dos, un frisson me parcourant l'échine. Quelque chose n'allait pas. Il était trop calme, trop détaché. La femme avec qui il avait vécu pendant plus de 30 ans était partie. Pourtant, il était là, signant des papiers, passant des appels comme si c'était un jour comme un autre au bureau. Je me suis laissé tomber sur une chaise dans la salle d'attente, les affaires de ma mère toujours sur mes genoux. Le couloir de l'hôpital était froid,
le bruit des pas et des conversations des infirmières résonnant comme s'ils venaient d'un autre monde. J'ai baissé les yeux sur le mouchoir, mes doigts traçant les marguerites brodées. Dans mon esprit, les images du sourire radieux de ma mère se mêlaient au regard froid de mon père. Le mauvais pressentiment s'est renforcé, comme un courant sous-jacent qui m'entraînait vers le fond. La mort de ma mère n'était pas simple. Je ne savais pas pourquoi, mais je le sentais au plus profond de mes os. 3 jours plus tard, je me tenais devant le cimetière à la périphérie de Portland, où le ciel gris semblait prêt à tout avaler. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd et humide, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle pour faire leurs adieux à ma mère. Je m'étais occupé de tout pour les funérailles, du choix du cercueil à l'organisation de la cérémonie en passant par les fleurs. Mon père n'a pas aidé du tout. Il a appelé la veille au soir, sa voix froide comme le rideau. Je suis occupé avec des papiers pour la succession. Peux-tu t'en occuper? J'ai serré les dents et j'ai répondu, oui. Bien qu'à l'intérieur, je voulais crier et lui demander comment il pouvait être si insensible. Ma mère était sa femme, la femme qui l'a soutenue pendant plus de 30 ans. Pourtant, il a utilisé les papiers comme excuse pour rester à l'écart. Je me suis tenu à la porte du cimetière, saluant les parents et les vieux amis de ma mère. Ils sont venus, m'ont serré dans leurs bras et m'ont offert des condoléances que je ne pouvais pas entièrement traiter. Éléanore était une femme merveilleuse. Elle nous a quittés trop soudainement. Son sourire nous manquera. Chaque mot était comme un couteau, me rappelant que ma mère était vraiment partie. Mais ce qui me piquait encore plus le cœur, c'étaient les chuchotements dans mon dos. Où est Léonard? Pourquoi n'est-il pas là? C'est étrange. Un mari qui n'assiste pas aux funérailles de sa femme. Je les ai entendus, mais j'ai gardé la tête baissée, essayant de maintenir la dignité de la famille comme mon père l'avait exigé. Je ne voulais pas qu'il voie notre famille comme un drame brisé. Audrey se tenait à mes côtés, sa main serrant fermement la mienne. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste serré assez doucement pour me faire savoir qu'elle était là, mon ancre dans cette tempête. Nathan, mon petit garçon, vêtu d'un costume noir trop grand pour lui, regardait autour de lui avec confusion. « Papa, où est mamie ?» a-t-il demandé, sa voix claire mais pleine d'incertitude. Je me suis agenouillé, je l'ai pris dans mes bras et j'ai ravalé mes larmes. « Mamie, elle est dans un endroit magnifique maintenant, mon grand. Elle plante des marguerites au paradis. » Nathan a hoché la tête, mais je savais qu'il ne comprenait pas. Comment un enfant de 5 ans pouvait-il comprendre une telle perte? Quand le cercueil de ma mère a été sorti, mes jambes m'ont semblé se transformer en pierre. Le cercueil en chêne était couvert de marguerites blanches, sa fleur préférée. J'ai marché derrière, chaque pas lourd, comme si je foulais un chemin sans destination. Les gens autour de moi ont baissé la tête, certains sanglotant bruyamment, mais tout ce que j'entendais, c'était les battements de mon cœur. Alors que le cercueil était descendu dans la tombe, je n'ai plus pu me retenir. Les larmes ont coulé, chaudes, et ont coulé sur mes joues. Elle me manquait. Son départ était trop soudain, trop insensé, comme un livre déchiré en plein milieu de l'histoire. Audrey m'a enlacé, me chuchotant, « Tu n'es pas seul, Oliver. Je suis là. Nathan est là. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je me sentais vide. Je voulais crier, exiger pourquoi ma mère avait dû partir, pourquoi personne ne pouvait me donner d'explication. Mais je suis resté là, regardant les pelletées de terre recouvrir le cercueil, comme si j'enterrais une partie de ma vie avec lui. Mon père ne s'est pas présenté. Pas un appel, pas un texto, pas un seul mot d'inquiétude. J'avais espéré, ne serait-ce qu'un peu, qu'il apparaîtrait au dernier moment, qu'il se tiendrait ici même s'il ne pleurait pas. Même si c'était juste pour maintenir la façade d'un mari en deuil. Mais non, Léonard Harris a choisi d'être absent le jour où ma mère a été mise en terre. Son absence était comme une gifle, une trahison de tout ce que ma mère avait sacrifié pour cette famille. Quand les funérailles se sont terminées, Audrey et moi avons ramené Nathan à la maison. Notre maison en bois au bord de la rivière Willamette, autrefois remplie de rire, semblait maintenant étouffante de silence. Audrey m'a préparé une tasse de thé. « Ça va ?» a-t-elle demandé, les yeux pleins d'inquiétude. J'ai secoué la tête, incapable de parler. J'ai pris mon téléphone, faisant défiler sans but, cherchant quelque chose à quoi m'accrocher. Puis j'ai ouvert la page des médias sociaux de mon père, ce que je faisais rarement. Ces publications n'étaient généralement que des photos de projets immobiliers, d'événements de dégustation de vin ou des citations clichés sur le succès. Mais cette fois,
je me suis figé. Une photo est apparue montrant mon père en costume blanc debout à côté d'une jeune femme, beaucoup trop jeune, peut-être juste dans la trentaine. Il se tenait sur un balcon, souriant vivement, des verres de vin scintillant sous les lumières. La légende était courte, mais coupée comme un couteau. Un nouveau chapitre de la vie. J'ai senti le sang me monter à la tête, mon souffle se couper dans ma gorge. Ma mère avait été enterrée quelques heures plus tôt, et mon père, son mari, affichait publiquement un nouveau chapitre avec une étrangère. J'ai serré le téléphone, voulant le fracasser par terre, crier, l'affronter sur le champ. Audrey a remarqué le changement dans mon expression et a demandé, « Oliver, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tendu le téléphone, incapable de parler. Elle a regardé l'écran, ses yeux s'écarquillant, puis baissant lentement comme si elle non plus ne pouvait pas y croire. La douleur en moi a éclaté en rage comme un feu de forêt. Je me suis levé et je suis allé à la bibliothèque où je gardais une vieille photo de mariage encadrée de mes parents. Sur la photo, ma mère était jeune et radieuse dans sa robe blanche, et mon père, bien que sévère, la regardait avec ce que je pensais autrefois être de l'amour. J'ai touché le cadre, mes doigts tremblants. « Maman » ai-je murmuré. « Que t'est-il arrivé ? Pourquoi fait-il ça ?» Mon regard s'est durci, comme si une partie de mon cœur s'était transformée en glace. Le mauvais pressentiment n'était plus un courant sous-jacent subtil. C'était une tempête qui rugissait dans ma poitrine. La mort de ma mère n'était pas un hasard. Je n'avais aucune preuve, aucune réponse, mais je savais au plus profond de mon être que la vérité était cachée. Et moi, Oliver Harris, je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir découverte. Cette nuit-là, après qu'Audrey se soit couchée et que la maison ait été engloutie par l'obscurité, je me suis assis dans le salon, tenant le sac des effets personnels de ma mère rendu par l'hôpital. Le petit portefeuille, les boucles d'oreilles en perles et le mouchoir brodé de Marguerite. Des objets simples qui portaient le poids de toute sa vie. J'ai ouvert le portefeuille, mes doigts effleurant une vieille photo de moi et de Nathan qu'elle gardait toujours avec elle. Les larmes me sont à nouveau montées aux yeux, mais j'ai serré la mâchoire en essayant de les retenir. Je ne voulais plus pleurer. Je voulais comprendre. Je voulais savoir pourquoi ma mère était partie. Pourquoi mon père agissait comme si elle ne signifiait rien pour lui. Puis mon téléphone a vibré, un son sec et froid qui a brisé le silence de la pièce. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et mon cœur a semblé s'arrêter. Le numéro de ma mère est apparu, sans équivoque. Un court message. Je ne suis pas morte. Viens à ma tombe maintenant. Je me suis figé, mes mains tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Était-ce une blague cruelle ? Une erreur du système ? Ma mère était morte. J'avais vu son cercueil descendre dans la tombe, senti la terre froide recouvrir sa vie. Alors d'où venait ce message ? J'ai regardé l'écran comme s'il allait me donner des réponses. Puis, les mains tremblantes, j'ai rappelé le numéro. Le téléphone a sonné une fois, deux fois, puis s'est coupé brusquement comme si quelqu'un à l'autre bout du fil ne voulait pas répondre. J'ai rappelé encore et encore, mais seul le silence a répondu. Un instinct puissant a surgi en moi comme un feu s'allumant dans ma poitrine. J'ai arrêté de réfléchir. J'ai sauté sur mes pieds, j'ai attrapé une lampe de poche dans le tiroir, j'ai enfilé un imperméable et je me suis précipité dehors. Audrey dormait encore, et je ne voulais pas la réveiller. Je ne savais pas ce que je faisais, seulement que je devais me rendre au cimetière. Je devais trouver la vérité. La voiture a filé dans la nuit, une pluie légère tombant, brouillant le pare-brise. La route menant au cimetière à la périphérie de Portland était noire comme de l'encre, éclairée uniquement par la faible lueur de mes phares. J'ai serré le volant, mon cœur battant comme s'il allait éclater dans ma poitrine. Le cimetière se dressait devant moi, froid et sinistre. Des rangées de pierres tombales s'estompaient dans la faible lumière comme des spectres silencieux. J'ai garé la voiture et je suis sorti, la pluie trempant mon manteau, glaçant ma peau. La lampe de poche dans ma main éclairait le chemin de terre menant à la tombe de ma mère. Chaque pas semblait peser 1000 livres. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais savoir. Je devais voir. En approchant de la tombe, je me suis figé. Une silhouette se tenait là, à quelques mètres, juste devant la pierre tombale fraîchement recouverte. Une silhouette frêle, tremblante, mais douloureusement familière. J'ai dirigé la lampe de poche et le faisceau a éclairé son visage. Ma mère. C'était elle, plus mince, ses cheveux emmêlés par la pluie, mais ses yeux toujours brillants, toujours chauds,
toujours ma mère. Je suis resté cloué sur place, incapable de respirer, incapable de croire à mes yeux. Ce n'était pas possible. Ma mère était morte. Je l'avais enterrée. Au lit, murmura-t-elle, sa voix faible mais claire. Puis elle a éclaté en sanglots, ses frêles épaules tremblant. Je me suis précipité en avant, la serrant dans mes bras, les larmes coulant de manière incontrôlable. Elle semblait si réelle que c'en était bouleversant. La chaleur de son corps, la faible odeur de son parfum, l'étreinte que je pensais avoir perdue pour toujours. Je tremblais, pleurant et la serrant fort, terrifié que si je la lâchais, elle s'évanouirait comme un rêve. Maman. Maman. Je ne pouvais que répéter, ma voix se brisant. Comment? Comment es-tu en vie? Elle a pris ma main, ses doigts froids mais fermes. Elle a regardé dans mes yeux, son regard un mélange de douleur et de résolution. Tu ne peux dire à personne que je suis en vie, a-t-elle murmuré, sa voix tremblant comme si elle avait peur que quelqu'un puisse l'entendre. Je t'expliquerai tout, Oliver. J'avais une raison de simuler ma mort. J'étais abasourdi. 1000 questions inondaient mon esprit. Un plan? Qui l'avait aidé à faire ça? Pourquoi avait-elle dû simuler sa mort? Et pourquoi m'avait-elle choisi moi? Me confiant ce message? Je voulais demander, comprendre, mais aucun mot ne sortait. La pluie continuait de tomber, légère et froide, nous enveloppant d'un fin voile de brume. Nous nous tenions là, à côté de sa tombe fraîchement recouverte, dans le cimetière sombre, comme deux fantômes perdus dans une histoire surréaliste. La peur et le mystère m'enveloppaient. Mais à ce moment-là, je savais une chose. Ma mère était en vie. Soudain, ma mère m'a attrapé la main, m'éloignant de la faible lueur de la lampe de poche. Ce n'est pas sur ici, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante mais résolue. Suis-moi, Oliver. Nous devons parler. J'ai hoché la tête, mon esprit encore sous le choc, et je l'ai suivi à travers les rangées de pierres tombales, le long d'un chemin étroit menant hors du cimetière. La pluie a trempé mon manteau, mais je ne sentais pas le froid. Les seuls sentiments qui me parcouraient étaient le choc, mêlé de joie et d'une peur sans nom. Elle m'a conduit à une vieille voiture garée au coin de la rue, une berline argentée délavée qui ne ressemblait à aucun véhicule de notre famille. Elle a ouvert la portière et m'a fait signe de monter. J'ai hésité, la regardant, toujours incapable de croire qu'elle se tenait devant moi, en chair et en os. Maman, es-tu sûre que ça va? Ai-je demandé, ma voix hésitante. Elle a seulement hoché la tête, ses yeux un mélange de tendresse et de tension. Monte, mon fils. Je vais t'expliquer. Nous sommes partis dans la nuit, ma mère au volant, tandis que j'étais assis à côté d'elle, serrant toujours le mouchoir brodé de Marguerite. La maison où elle m'a emmené était nichée dans un coin de la banlieue de Portland, cachée derrière des rangées de vieux chênes. C'était une petite maison usée par le temps, avec un toit en tuiles ébréchées et des fenêtres couvertes de lourds rideaux. Ma mère a coupé le moteur, a scruté les environs comme si elle avait peur que quelqu'un l'observe, puis m'a fait entrer. L'intérieur était spartiate, presque vide. Une table en bois, quelques chaises et un lit pliant dans un coin. Ce n'était en rien comparable au luxueux manoir qu'elle avait partagé avec mon père. Elle m'a versé un verre d'eau, mais je n'ai pas bu. Je me suis assis, la regardant, attendant. Elle s'est assise en face de moi, ses mains fines étroitement jointes comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Je sais que tu es en colère, commença-t-elle, sa voix, en colère que je t'ai caché ça, que je t'ai laissé endurer la douleur de me perdre. Mais tu dois comprendre, Oliver, je n'avais pas d'autre choix. J'ai secoué la tête, essayant de réprimer la vague d'émotion. Maman, pourquoi? Pourquoi as-tu dû faire ça? Pourquoi as-tu dû simuler ta mort? Et papa, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec ça? Le simple fait de mentionner mon père faisait bouillir mon sang. L'image de lui avec la jeune femme sur la photo des médias sociaux me transperçait le cœur comme un couteau. Ma mère a pris une profonde inspiration, ses yeux s'assombrissant comme si elle passait au crible des souvenirs douloureux. Ça a commencé il y a quelques mois, dit-elle. Ton père, il a changé, Oliver. Il est devenu plus froid, plus impitoyable. J'ai découvert qu'il avait une liaison avec une jeune femme, une certaine Vanessa, qui travaille dans son entreprise. Il ne se contentait pas de se faufiler. Il était flagrant, comme s'il voulait m'humilier. J'ai serré les poings, essayant de ne pas l'interrompre. Je m'en étais douté après avoir vu cette photo, mais l'entendre le confirmer était comme un coup de poing dans la poitrine.
Elle a continué, sa voix tremblant de colère et de douleur. Quand je l'ai confronté, il n'a pas nié. Au lieu de cela, il m'a menacé. Il voulait que je signe des actifs, des actions dans l'entreprise, des propriétés, tout ce qui était à mon nom. Il a dit, si je n'étais pas d'accord, je disparaîtrais. Disparaître, ai-je répété, ma voix s'étranglant. Tu veux dire que papa a menacé de te tuer? Elle a hoché la tête, ses yeux rouges de larmes. Je n'étais pas sûr qu'il irait jusqu'au bout, mais j'ai senti le danger. Il a commencé à me surveiller, Oliver. J'ai trouvé des caméras cachées dans la chambre, dans le salon. Il entrait dans des colères noires sans raison, et une fois, il m'a même poussé quand j'ai refusé de signer les papiers. Une nuit, il a perdu le contrôle, hurlant que je regretterais de ne pas lui obéir. C'est là que j'ai su que je devais faire quelque chose pour me protéger. Je suis resté assis en silence, sentant le monde s'écrouler à nouveau. Mon père, l'homme que je pensais simplement autoritaire et froid. Pouvait-il être aussi cruel? Je me suis souvenu de son regard sans émotion à l'hôpital, de la façon dont il a signé les papiers à la hâte, comme si la mort de ma mère n'était qu'une autre tâche à cocher. Mais elle n'avait pas fini. J'avais une vieille amie à l'hôpital général de Portland, dit-elle, sa voix plus ferme, comme si elle racontait un plan soigneusement calculé. Elle s'appelle Martha. Je lui ai tout raconté, et elle a accepté d'aider. J'ai prévu de simuler une crise cardiaque. La gouvernante ne savait rien, alors quand je me suis effondré, elle a paniqué et a immédiatement appelé à l'aide. Tout s'est déroulé comme prévu. À l'hôpital, Martha a enregistré que j'avais fait un arrêt cardiaque et m'a aidé à partir par une sortie de secours. Ils ont utilisé un mannequin pour remplacer le corps. Tout le monde, y compris votre père, a cru que j'étais morte. J'ai écouté, la tête me tournant. Maman, tu as tout planifié. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sais-tu à quel point ça m'a fait mal de penser que tu étais parti? Ma voix s'est brisée, déchirée entre la colère et l'amour. J'ai pensé aux derniers jours, aux nuits blanches, aux larmes aux funérailles. Elle m'avait laissé endurer tout ça sans le moindre indice. Elle a baissé la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, Oliver. Je voulais te le dire, mais je ne pouvais pas prendre le risque. Ton père, il est trop dangereux. S'il avait soupçonné la moindre chose, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je t'ai choisi parce que je savais que tu ne m'abandonnerais pas, parce que tu es le seul en qui j'ai confiance. Je l'ai regardée, le cœur déchiré. J'avais pitié d'elle, cette femme qui avait dû mettre en scène sa propre mort pour survivre. Mais j'étais aussi en colère. En colère d'avoir été tenue dans l'ignorance. En colère contre mon père, l'homme que j'appelais papa, pour l'avoir poussé à ce point. L'image de lui dans son costume parfait avec ce sourire froid me semblait maintenant une menace. Je pensais autrefois qu'il était juste autoritaire, mais maintenant je voyais qu'il était bien plus dangereux. Elle a serré ma main, ses yeux résolus. Je n'avais pas d'autre choix, Oliver. Simuler ma mort était le seul moyen de survivre et de le faire baisser sa garde. Mais maintenant, j'ai besoin de toi. Nous devons découvrir la vérité avant qu'il ne découvre que je suis encore en vie. Je suis resté figé. Chaque mot de ma mère transperçait le choc, me saisissant comme un couteau. Dehors, la pluie battait sans relâche sur le toit de tôle, se mêlant aux respirations saccadées de ma mère et de moi dans la petite maison de banlieue. La faible lumière jaune projetait des ombres sur son visage décharné, soulignant les lignes de peur et de résilience gravées sur ses traits. J'ai regardé cette femme que je croyais avoir perdue à jamais, et j'ai senti un feu s'allumer dans ma poitrine. La douleur, la rage et l'amour pour ma mère ont fusionné en une froide détermination. Je la protégerai et je ferai payer mon père, Leonard Harris, pour ce qu'il avait fait. Mais je savais que ce n'était pas le moment d'agir de manière impulsive. Si ma mère avait raison, si mon père était vraiment aussi dangereux qu'elle le disait, nous avions besoin de preuves, d'un plan solide. Je lui ai serré la main, ma voix. Maman, je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux que je fasse. Par où commençons-nous? Elle a soupiré. Ses yeux balayant la pièce vide comme si elle cherchait un point d'ancrage. Nous avons besoin de preuves, Oliver. Des preuves de ce qu'il a fait. Pas seulement à moi, mais tout ce qu'il a caché par le passé. Ton père est prudent, mais il est trop confiant maintenant. Il pense que je suis morte, que personne ne se dresse sur son chemin. C'est notre chance. J'ai hoché la tête, bien que mon esprit soit encore en plein désarroi.
Je voulais crier, affronter mon père sur le champ, mais je savais qu'elle avait raison. Nous devions agir intelligemment, pas émotionnellement. Je garderai ce secret, maman, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je ne le dirai à personne, pas même à Audrey ou à Nathan. Mais tu dois me promettre que tu ne disparaîtras plus. Je ne pourrai pas supporter de te perdre une seconde fois. Elle a esquissé un sourire triste, me caressant doucement la joue, comme elle le faisait quand j'étais enfant. Je te le promets, Oliver. À partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien. En rentrant chez moi cette nuit-là, j'avais l'impression de vivre dans deux mondes. L'un était la chaleureuse maison en bois au bord de la rivière Willamette, où Audrey et Nathan dormaient paisiblement, où je pensais autrefois que tout était parfait. L'autre était une sombre tempête où ma mère avait dû simuler sa mort pour survivre. Où mon père, l'homme que j'appelais papa, pourrait être bien plus impitoyable que je ne l'avais jamais imaginé. Je me suis glissé dans la maison en silence, faisant attention de ne pas réveiller Audrey. Elle était allongée dans son lit, sa respiration régulière, mais je ne pouvais pas la rejoindre. Je me suis assis dans le salon, regardant la photo encadrée de ma mère sur le petit autel, me demandant comment je pourrais garder ce secret pour la femme que j'aimais plus que tout. Le lendemain matin, j'ai essayé d'agir normalement. J'ai préparé du café, fait des toasts pour Nathan et les conduit à la maternelle. Audrey m'a regardé, ses yeux pleins d'inquiétude. « Ça va, Oliver ?» a-t-elle demandé, sa main reposant légèrement sur mon épaule. « On dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. » J'ai forcé un sourire, essayant de cacher la tension. « Ça va, chérie. C'est juste que je ne suis toujours pas habitué à l'absence de maman. » Audrey m'a serré dans ses bras et j'ai ressenti une pointe de culpabilité de ne pas lui dire la vérité. Mais j'avais promis à ma mère et je ne pouvais pas prendre le risque. Pas parce que je n'avais pas confiance en Audrey, mais parce que je craignais que la moindre erreur ne mette ma mère en danger. Pendant ce temps, ma mère restait cachée dans la maison de banlieue, ne me contactant que par un téléphone crypté fourni par un vieil ami. Chaque fois que je recevais un message d'elle, mon cœur s'emballait comme si je vivais dans un thriller d'espionnage. « N'appelle pas directement », m'a-t-elle ordonné. « Envoie des textos seulement quand c'est nécessaire. Et sois prudent, Oliver. Ton père n'est pas facile à duper. » Pendant que ma mère vivait comme un fantôme, mon père, Leonard Harris, se délectait d'un style de vie somptueux. J'ai consulté ses médias sociaux et chaque publication me poignardait le cœur. Il était sur un yacht en Californie, le bras autour de la jeune femme nommée Vanessa, souriant comme s'il n'avait jamais perdu sa femme depuis 30 ans. Une autre publication de Vegas avec un verre de vin et une légende, la liberté, c'est vivre en accord avec soi-même. J'ai serré le téléphone, voulant le fracasser, mais je savais que je devais rester calme. Mon père était trop confiant, comme l'avait dit ma mère. C'était notre avantage. J'ai décidé d'utiliser son absence pour agir. Le manoir familial où j'ai grandi, où ma mère s'occupait autrefois de son jardin de marguerites, est devenu ma cible. Je savais que mon père avait un bureau privé où il gardait des documents importants. S'il y avait la moindre preuve de ce qu'il avait fait à ma mère, ce serait là. Un soir, après qu'Audrey et Nathan se soient endormis, je me suis rendu au manoir. La nuit était noire, seules de faibles lumières de rue éclairaient la route menant à la maison. J'avais encore une clé, mais je ne voulais pas allumer de lumière ni attirer l'attention. Je suis entré, le cœur battant, me sentant comme un voleur dans ma propre maison d'enfance. Le bureau de mon père se trouvait au 2e étage, derrière une lourde porte en chêne avec une serrure électronique. Heureusement, je connaissais le code, l'anniversaire de ma mère, un détail qui me paraissait à la fois amer et ironique. À l'intérieur, la pièce était, comme je m'en souvenais, un grand bureau en bois, des étagères remplies de classeurs et une faible odeur de cuir. J'ai commencé à chercher, en faisant attention de ne rien déranger. Les tiroirs étaient pleins de contrats, de factures et de documents commerciaux de routine. Mais je savais que mon père n'était pas si simple. Il cachait toujours les choses importantes là où personne ne penserait à chercher. Après près d'une heure de recherche, j'ai remarqué un panneau sur le mur derrière le bureau qui semblait déplacé. Je l'ai tapoté légèrement et j'ai entendu un son creux. Mon cœur s'est emballé. À l'aide d'un coupe-papier du bureau, j'ai délicatement ouvert le panneau. Derrière se trouvait un petit coffre-fort ancien avec une serrure à combinaison. J'ai essayé plusieurs combinaisons. L'anniversaire de mon père, celui de ma mère, le mien, mais aucune n'a fonctionné. Finalement, j'ai essayé leur anniversaire de mariage, et le coffre-fort s'est ouvert avec un clic sec. À l'intérieur se trouvait un trésor de sombres secrets.
j'ai trouvé des relevés bancaires montrant des transferts massifs vers des comptes offshore, en Suisse, aux îles Caïmans, des endroits dont je n'avais entendu parler que dans des scandales financiers. Il y avait des contrats falsifiés avec la signature de ma mère, transférant des actions et des propriétés que je savais qu'elle n'aurait jamais accepté de céder. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est une petite clé USB, une vieille pile de journaux et quelques cassettes. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable, les mains tremblantes. Un fichier audio est apparu, enregistré il y a plus de 20 ans. J'ai appuyé sur lecture et la voix de mon père s'est fait entendre, dure et pleine de colère. « Tu crois que tu peux me contrôler pour toujours, Charles ?» a-t-il crié. « Cette fortune m'appartient, pas à toi ni à ta fille. » La voix qui répondait était celle de mon grand-père. « Charles, calme mais ferme. Léonard, tu ne toucheras pas un centime à moins qu'Éléanore ne soit d'accord. Tu le sais. » La dispute s'est intensifiée, les menaces de mon père devenant de plus en plus sombres jusqu'à ce que l'enregistrement se coupe brusquement. J'ai ouvert la pile de journaux, le cœur battant. C'étaient des journaux locaux datant de plus de 20 ans, avec des titres sur un accident de voiture qui avait tué mes grands-parents. Je me souvenais que ma mère m'avait dit, la voix lourde de chagrin, qu'ils étaient morts lors d'un voyage d'affaires. À l'époque, j'avais pensé que c'était une tragédie aléatoire. Mais maintenant, en reconstituant l'enregistrement, le ton plein de ressentiment de mon père et le moment de l'accident quelques jours plus tard, j'ai commencé à soupçonner. Mon père était-il directement impliqué? Avait-il fait quelque chose pour s'emparer de l'héritage de ma mère? J'ai tout photographié, sauvegardant les données sur mon téléphone et un disque dur de rechange. Puis je suis retourné à la maison de banlieue, le cœur lourd. Quand je l'ai dit à ma mère, elle est restée assise en silence, ses mains tremblantes serrant son verre d'eau. J'ai toujours soupçonné, a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur son visage. J'ai toujours senti que la mort de mes parents n'était pas normale, mais je n'avais aucune preuve, et je ne pouvais pas me résoudre à croire que Léonard pouvait aller aussi loin. Je lui ai pris la main, sentant le monde s'écrouler à nouveau. « Maman, nous n'avons pas seulement affaire à un mari infidèle, » ai-je dit, ma voix tremblant de colère. « Nous avons affaire à quelqu'un qui pourrait avoir caché des crimes pendant 20 ans. » Elle a hoché la tête, ses yeux non plus seulement remplis de chagrin, mais brûlants de résolution. « Nous le démasquerons, Oliver. Pour moi, pour toi, et pour tous ceux qui l'a blessé. » J'ai regardé ma mère, une femme qui avait tant enduré, et j'ai senti un feu s'allumer dans ma poitrine. Ce n'était pas la rage aveugle de la colère, mais une détermination froide et aiguisée, comme une lame affûtée à la perfection. Mon père, Léonard Harris, avait bâti un empire sur des mensonges, des trahisons et peut-être des crimes que je n'avais pas osé imaginer. Mais maintenant, il allait affronter la vérité, et ma mère et moi serions ceux qui lèveraient le rideau. Je lui ai serré la main, ma voix, mais résolue. « Maman, nous ferons ça correctement. Pas d'impulsivité, pas de laisser les émotions prendre le dessus. Nous devons construire un dossier solide pour que, quand il tombera, il ne se relèvera pas. » Elle a esquissé un sourire faible mais ferme. « Tu es vraiment mon fils, Oliver. Toujours minutieux, toujours à réfléchir avant d'agir. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Charlotte Wells, une avocate spécialisée en finance et en succession. C'était ma meilleure amie à l'université. Si quelqu'un sait comment traiter les hommes comme ton père, c'est bien Charlotte. » J'ai hoché la tête, sentant une étincelle d'espoir dans l'obscurité. « Alors, par où commençons-nous, maman ? » Les documents que j'ai trouvés, les relevés bancaires, les contrats falsifiés, l'enregistrement. Sont-ils suffisants pour commencer ? C'est suffisant pour commencer, dit-elle, ses yeux s'illuminant. Mais nous avons besoin de plus. Ton père est prudent. Il ne se laissera pas prendre facilement. Nous avons besoin de preuves supplémentaires, et nous devons tout faire légalement pour que, lorsque la vérité éclatera, il ne puisse pas s'échapper. Les jours qui ont suivi, j'ai eu l'impression de vivre deux vies. Le jour, j'étais toujours Oliver Harris, architecte, mari, père, déposant Nathan à la maternelle, riant avec Audrey et travaillant sur des plans chez Urban Vision. Mais la nuit, je devenais quelqu'un d'autre, un chercheur de vérité. Reconstituant tranquillement le puzzle pour démanteler l'empire de mon père. Pendant ce temps, mon père semblait totalement inconscient. Je le surveillais via les médias sociaux où il continuait de poster sur son style de vie somptueux, debout sur un yacht à Malibu, dînant aux chandelles dans un restaurant chic, ou se promenant sur une plage avec Vanessa. Chaque photo était un coup de poignard dans mon cœur, mais aussi une opportunité.
Il était trop confiant, croyant avoir échappé à toutes les contraintes, que ma mère était morte et que personne ne pouvait se mettre sur son chemin. Il ne savait pas que chacun de ses mouvements était surveillé, que chaque sourire suffisant ne faisait qu'alimenter ma détermination. J'ai commencé à agir. D'abord, j'ai contacté Charlotte Wells, l'amie avocate de ma mère. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à la périphérie de Portland, où personne ne me connaissait. Charlotte était une femme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux argentés courts et des yeux aussi vifs que ceux d'un faucon. Alors que je lui racontais l'histoire de ma mère, la fausse mort, les menaces de mon père et les documents que j'avais trouvés, elle écoutait attentivement, prenant des notes sans trahir la moindre émotion. Quand je lui ai remis des copies des relevés bancaires, des contrats falsifiés et de l'enregistrement, elle a finalement parlé, c'est une grosse affaire. Léonard Harris n'est pas seulement un adultère. Si ce que vous dites est vrai, il pourrait diriger un réseau financier illégal. Mais nous avons besoin de plus de preuves, et nous devons le faire dans les règles. Charlotte a commencé à organiser les documents, transformant mes pièces éparses en un dossier d'enquête interne cohérent. Elle a classé les relevés bancaires, examiné les contrats falsifiés et engagé un expert audio pour vérifier l'enregistrement. Cet enregistrement est crucial, a-t-elle dit. Il montre l'intention de Léonard, mais nous devons le lier à des actions spécifiques. Pouvez-vous obtenir plus de données de son entreprise? Je savais que c'était une tâche dangereuse, mais j'ai hoché la tête. Harris Capital, l'entreprise de mon père, était une forteresse avec une sécurité renforcée et un personnel loyal, mais j'avais un avantage. J'étais le fils de Léonard Harris. Bien qu'il ne m'ait jamais vu comme son héritier, j'avais toujours un accès limité à certains systèmes de l'entreprise pour avoir aidé à des projets de conception par le passé. Un soir, je suis allé au siège de Harris Capital en prétendant récupérer d'anciens documents de conception. Le gardien de sécurité, un homme d'âge mûr nommé Frank, m'a accueilli chaleureusement. « Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu, Oliver, dit-il d'un ton amical. J'ai souri, cachant ma tension. Oui, j'ai juste besoin de prendre quelques plans. Papa m'a demandé de vérifier un ancien projet. Frank m'a laissé entrer sans suspicion. Je suis allé directement au 10e étage où se trouvait le bureau de mon père. La pièce était vaste avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur Portland, mais je n'avais pas le temps d'admirer la vue. Je me suis assis à son bureau, j'ai allumé son ordinateur et j'ai utilisé un mot de passe de secours que je l'avais vu entrer lors d'une réunion de famille. Heureusement, il fonctionnait toujours. J'ai fouillé dans les fichiers, mon cœur battant à chaque bruit dans le couloir. Puis j'ai trouvé un dossier caché crypté avec un autre mot de passe. J'ai essayé plusieurs combinaisons en vain. Finalement, j'ai tapé Vanessa et le dossier s'est déverrouillé. À l'intérieur se trouvaient d'innombrables emails, factures et registres de fonds d'investissement offshore anonymes. Mes yeux se sont illuminés. C'était de l'or. J'ai tout copié sur une clé USB, mes mains tremblant si fort que j'ai failli la laisser tomber. C'était la preuve de transactions occultes, d'argent qui n'apparaissait jamais dans les livres officiels de Harris Capital. Pendant ce temps, ma mère travaillait de son côté. Elle a secrètement contacté un vieil ami de l'administration fiscale, un homme nommé Robert, qui avait travaillé sous les ordres de mon grand-père. Elle lui a envoyé des copies des documents que j'avais trouvés. Quelques jours plus tard, Robert a rappelé, la voix grave. « Eleanor, ce que tu m'as envoyé est une bombe. Léonard a 4 comptes offshore totalisant plus de 30 millions de dollars non déclarés. C'est une preuve claire de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Je vais transmettre cela aux agences fédérales, mais toi et Oliver devez être prudents. Si Léonard découvre ce que vous faites, il ne se retiendra pas. » Charlotte a accéléré le processus. Elle a déposé une plainte anonyme auprès de la Security and Exchange Commission et de l'IRS tout en initiant un gel temporaire des avoirs de Léonard. Il ne saura pas ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard, dit-elle, ses yeux brillants comme ceux d'un guerrier se préparant au combat. Nous plantons une bombe juridique sous ses pieds, et elle est sur le point d'exploser. En attendant, j'ai décidé de semer le trouble sur les réseaux sociaux. En utilisant un compte anonyme, j'ai commencé à laisser fuiter des indices sur Harris Capital, de vagues suggestions de fraude à l'investissement, des questions sur les origines de la richesse de Léonard Harris. Je ne l'ai pas accusé directement, laissant la presse et le public creuser plus profondément. Bientôt, des articles ont commencé à paraître. Harris Capital cache-t-il quelque chose? Des questions sur la transparence d'un empire immobilier? Les actionnaires se sont inquiétés.
L'action de la société a légèrement baissé et je savais que mon père commençait à sentir la pression. Un matin, j'ai reçu un message de Charlotte. Le FBI a ouvert une enquête fédérale. Ils examinent tous les documents que nous avons envoyés. Léonard ne le sait pas encore, mais il sera bientôt convoqué. Je me suis laissé tomber sur une chaise, serrant mon téléphone, et j'ai murmuré pour moi-même, maintenant, il saura ce que ça fait de perdre le contrôle. Pendant ce temps, mon père continuait ses vacances. J'ai vu sa dernière publication, une photo de lui sur une plage, un cocktail à la main. Mais j'ai aussi vu d'autres nouvelles. Les journalistes commençaient à l'assaillir, lui posant des questions sur Harris Capital, les comptes offshore et les allégations de fraude. Il souriait toujours, balayant les questions, mais je savais que ce sourire masquait la panique. Il perdait le contrôle, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir le dessus. J'ai appelé ma mère, la voix tremblant d'excitation et d'anxiété. Maman, tout se met en place. Le FBI est impliqué. Il ne s'en sortira pas. Elle est restée silencieuse un moment, puis a parlé, sa voix à la fois résolue et douloureuse. Bien, Oliver. Mais souviens-toi, ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de justice pour moi, pour tes grands-parents, et pour tout ce qu'il a détruit. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. La justice ? Le mot a résonné dans mon esprit, une flamme directrice. Les jours qui ont suivi ont vu la tempête juridique que nous avions tranquillement semée éclater enfin. Un matin, j'ai allumé la télévision et j'ai vu le visage de mon père aux nouvelles locales. Léonard Harris, président de Harris Capital, accusé de fraude à l'investissement et de blanchiment d'argent. La voix du présentateur retentit, froide et tranchante. Les grands journaux ont fait écho à l'histoire. Un empire immobilier s'effondre. Les sombres secrets de Léonard Harris. Je suis resté assis en silence sur le canapé, serrant ma tasse de café, ressentant à la fois soulagement et tension. Harris Capital a plongé dans la crise. Les comptes bancaires de mon père ont été gelés, et ses partenaires stratégiques, ceux qui lui tapaient autrefois dans le dos lors de somptueuses fêtes, ont rapidement retiré leurs investissements et annulé leurs contrats. L'action de la société a chuté, et les médias sociaux ont été inondés de publications critiques et de commentaires furieux d'actionnaires et de clients. Mon père, l'homme qui contrôlait toujours tout, était maintenant acculé comme une bête dos au mur. Je l'imaginais quelque part, peut-être dans un hôtel de luxe aux Bahamas. En lisant les gros titres et en réalisant que son empire s'effondrait morceau par morceau, j'ai reçu un message de Charlotte. Léonard est retourné à Portland. Il essaie de contacter des avocats, mais personne ne veut prendre son cas. Le FBI est sur le point de délivrer un mandat d'arrêt. Sois prêt, Oliver. Ce sera bientôt fini. Mon cœur battait la chamade en lisant le message. Fini. Le mot semblait à la fois doux et terrifiant. Je voulais que mon père paie, mais je ne pouvais pas nier qu'il avait été mon père. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. C'était lui. J'ai regardé son nom sur l'écran, sentant mon cœur s'arrêter. J'ai répondu, la voix froide. Papa. Oliver. Sa voix était rauque, dépourvue de son calme mesuré habituel. As-tu vu les nouvelles ? Ce ne sont que des mensonges. Ils essaient de me ruiner. Tu dois m'aider, Oliver. Je l'ai écouté, chaque mot comme un couteau. Il n'a pas posé de questions sur maman. N'a pas mentionné sa mort. N'a montré aucune once de remords. Juste la panique d'un homme qui perd tout. J'ai pris une profonde inspiration, gardant ma voix stable. Papa, je ne suis pas sûr de ce que je peux faire, mais si tu veux, nous pouvons nous rencontrer et parler en personne au manoir ce soir. Il est resté silencieux un moment, puis a accepté. Sa voix épaisse de suspicion. Très bien, 20 heures. Ne me déçois pas, Oliver. J'ai raccroché, les mains tremblantes. C'était l'occasion, non seulement de l'affronter, mais de lui montrer la vérité, que maman était en vie, que ses crimes avaient été révélés. J'ai envoyé un texto à ma mère, ce soir au manoir. Es-tu prête ? Elle a répondu instantanément. Je suis prête, Oliver, mais sois prudent. Il n'acceptera pas la défaite facilement. À 20 heures, je me tenais devant le manoir familial, l'endroit qui avait été ma maison, celle de ma mère, et même celle de mon père. La maison semblait maintenant froide, une ombre de son passé. Je suis entré,
j'ai allumé la lumière et j'ai eu l'impression d'entrer sur un champ de bataille. Mon père était déjà là, assis dans le salon, son costume gris froissé, ses yeux injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Un verre de whisky était posé devant lui, mais il ne buvait pas. Il fixait simplement le liquide ambré comme s'il y cherchait des réponses. « Holly, dit-il, la voilâce. Tu es là. J'ai besoin de ton aide. L'entreprise s'effondre, et tout ça à cause de rivaux jaloux. Tu dois me soutenir. » Je suis resté immobile, regardant l'homme qui avait été un symbole de pouvoir à mes yeux. Maintenant, il semblait petit, frêle, comme un animal blessé. Mais je ne ressentais aucune pitié, seulement de la rage. « Papa, dis-je, la voix glaciale. Avant de parler de l'entreprise, n'as-tu rien à dire sur maman? Sur ce que tu lui as fait? » Il a froncé les sourcils, une lueur de lassitude dans les yeux. « Ta mère est morte, Oliver. Tu le sais. Ne remue pas le passé pour me blâmer. » J'ai esquissé un faible sourire amer, sentant le couteau dans mon cœur se tordre. « Morte? Es-tu sûr? » Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte du salon et ma mère est entrée. Eleanor Harris, en chair et en os, pas une hallucination. Elle se tenait là, frêle mais résolue, ses yeux flamboyants alors qu'il se posait sur mon père. Il a reculé, le verre de whisky tombant par terre et se brisant. Il a failli s'effondrer, s'agrippant à la chaise, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme. « Eleanor, murmura-t-il, la voix tremblante. Non, c'est impossible. Tu es morte. » Ma mère s'est avancée, sa voix tranchante et froide. « Léonard, pensais-tu que tu pouvais me tuer si facilement? Pensais-tu que tu pouvais tout prendre, mes biens, ma famille, même ma vie, sans en payer le prix? » Il a secoué la tête, ses yeux passant de la panique à la colère. « De quoi parles-tu? C'est une sorte de blague? Oliver, tu es derrière ça, n'est-ce pas? Vous deux, vous conspirez pour me piéger. » Je me suis avancé, me tenant à côté de ma mère, ma voix calme mais lourde de poids. « Papa, arrête de faire semblant. Nous savons tout. Les comptes offshore, les contrats falsifiés, comment tu as menacé maman pour saisir ses biens. Et puis il y a mes grands-parents. Pensais-tu que leur accident de voiture resterait un secret pour toujours? » Ma mère a continué, sa voix tremblant de douleur. « Léonard, je t'ai aimé autrefois. Je pensais que tu étais juste ambitieux, mais tu as tué mes parents, n'est-ce pas? Pour leur fortune. Et tu comptais me faire la même chose. » Il a ri, mais c'était un son creux et désespéré. « Vous êtes tous les deux fous. Je n'ai tué personne. C'était un accident. Et toi, Eleanor, tu penses que tu peux mettre en scène une fausse mort pour me ruiner? Tu n'as aucune preuve. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué le fichier audio. La dispute entre lui et mon grand-père d'il y a plus de 20 ans. Sa voix pleine de ressentiment menaçait mon grand-père pour la fortune. En l'écoutant, son visage a pâli, mais il a quand même essayé de crier, « Ça ne prouve rien. Vous me calomniez. » Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le hurlement des sirènes de police a retenti à l'extérieur. La porte s'est ouverte en grand et des agents fédéraux ont fait irruption, les armes au fourreau, les yeux froids. Un officier s'est avancé, brandissant un mandat d'arrêt. « Léonard Harris, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude à l'investissement et complicité de meurtre. » Il a été menotté là, dans la maison qui avait été un symbole de son pouvoir. Des journalistes attendaient déjà à l'extérieur, les appareils photo crépitants, capturant le moment où l'homme autrefois salué comme l'icône du succès de Portland était emmené comme un criminel. Alors qu'il était escorté, mon père s'est retourné, ses yeux un mélange de haine et de désespoir. « Tu le regretteras, Eleanor, a-t-il grogné. Mais ma mère est restée là, silencieuse, ses yeux non plus remplis de douleur, mais de la résolution de quelqu'un qui avait gagné. Mais ce n'était que le début. L'affaire contre Léonard Harris est rapidement devenue une frénésie médiatique nationale. Les informations du matin et du soir, les grands journaux et les publications virales sur les réseaux sociaux se sont tous concentrés sur lui. Plus l'entrepreneur à succès, mais le cerveau d'un sombre réseau financier. Les charges étaient clairement énoncées. Blanchiment d'argent, fraude à l'investissement, évasion fiscale et complicité dans la mort de mes grands-parents. Ma mère et moi avons été appelés comme témoins clés au procès. Le jour où nous sommes entrés dans la salle d'audience, mon cœur battait la chamade, non pas par peur,
mais par la prise de conscience que c'était le dernier moment pour affronter mon père. La salle était bondée de gens, de journalistes, d'avocats et d'anciens partenaires commerciaux de mon père, qui le regardaient maintenant avec des yeux inconnus. Il était assis sur le banc des accusés, son costume gris froissé, ses cheveux visiblement plus blancs, son visage décharné. Il ne me regardait ni moi ni ma mère, il baissait seulement les yeux, ses yeux vides comme ceux d'un homme qui avait tout perdu. Quand ma mère a pris la barre, je l'ai vue plus forte que jamais. Elle a tout raconté. Les années de menaces de mon père, les fois où il l'a forcé à signer des documents, et ses soupçons sur la mort de mes grands-parents. Sa voix n'a pas vacillé, n'a pas faibli, comme si toute sa douleur s'était transformée en force. J'ai dû simuler ma mort pour survivre, a-t-elle dit, regardant directement mon père. Mais je n'ai pas fait ça par vengeance. Je l'ai fait pour protéger mon fils, pour protéger ce qui restait de ma famille. Mon père a baissé la tête davantage, n'offrant aucune réponse, aucune défense. Je savais qu'il n'avait plus rien à dire. Quand ce fut mon tour, je me suis levé et j'ai regardé mon père une dernière fois. « Tu as dit un jour que je n'étais pas assez bon, » ai-je dit, ma voix calme et tranchante. « Mais je n'ai pas besoin de ton approbation. J'ai juste besoin que ma mère soit en sécurité et que la vérité soit révélée. » Il a finalement levé les yeux, ses yeux creux, comme si son âme avait abandonné son corps. Je ne savais pas s'il ressentait des remords, mais je savais une chose. L'homme devant moi n'était plus mon père. Le procès s'est terminé par une peine de 30 ans de prison. Tous les biens de mon père ont été saisis, et Harris Capital a officiellement fait faillite. Plusieurs employés de haut rang ont été interrogés pour leur implication. Et le sombre réseau financier que mon père avait bâti pendant des années a été complètement démantelé. La presse a qualifié cela de plus grand scandale que Portland ait jamais connu. Mais pour moi, ce n'était pas seulement une affaire. C'était la fin d'un cauchemar et le début d'un nouveau chapitre. Après le procès, ma mère et moi sommes devenus le centre de l'attention. Les médias l'ont surnommée la femme revenue d'entre les morts, transformant son histoire en un symbole de résilience. Ma mère, avec sa nature douce mais résolue, a choisi de s'éloigner des projecteurs. Elle a vendu l'ancien manoir, l'endroit qui avait été une maison mais aussi une prison pendant ces dernières années avec mon père. Le produit de la vente a été donné à une fondation soutenant les femmes victimes de violences domestiques et de manipulations financières. Je n'ai plus besoin de cette maison, m'a-t-elle dit, la voix douce. Elle ne me rappelle que les jours où j'ai vécu dans la peur. Elle a déménagé dans une petite maison sur la côte de l'Oregon où elle a vécu paisiblement, plantant des marguerites sauvages et peignant. Chaque fois que je lui rendais visite, je la voyais dans le jardin, les mains couvertes de terre, son sourire aussi radieux que jamais. Elle enseignait la peinture aux enfants du quartier, partageant des histoires sur la façon de trouver la beauté dans les choses simples. En la regardant, je savais qu'elle s'était retrouvée, n'étant plus une ombre de Léonard Harris. J'ai changé aussi. J'ai quitté Urban Vision, ne voulant plus être lié à de grandes entreprises. Au lieu de cela, j'ai ouvert un petit studio appelé Eleanor Design, spécialisé dans les espaces verts et les logements communautaires. Mon objectif était simple mais clair. Construire des maisons où les gens craignaient autrefois de retourner. Chaque projet était un moyen de guérir, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres qui avaient vécu dans des maisons pleines de blessures comme ma mère et moi. Quand Audrey a appris toute la vérité sur ma mère et ce que j'avais fait, elle est restée sans voix sous le choc. « Oliver, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-elle demandé, les yeux rouges de larmes. Je lui ai pris la main, je me suis excusé de l'avoir tenue dans l'ignorance et je lui ai expliqué que je ne voulais pas la mettre en danger. Elle m'a serré dans ses bras, me chuchotant « Je suis fier de toi, mais ne me cache plus jamais rien, d'accord ?» J'ai hoché la tête, sentant un poids se soulever de ma poitrine. Audrey et Nathan sont restés mes plus grands piliers. Nous rendions souvent visite à ma mère. Les voyages sur la côte de l'Oregon sont devenus une joie pour toute la famille. Nathan courait dans son jardin de marguerites en riant pendant qu'elle lui apprenait à dessiner un dinosaure. Audrey et ma mère s'asseyaient sur le porche en sirotant du thé et en discutant comme de vieilles amies. En les regardant, mon cœur se réchauffait. C'était ma famille. Pas parfaite, pas glamour, mais remplie d'amour et de sincérité. Avec le temps, l'affaire de Léonard Harris s'est estompée, mais ses échos sont restés profondément ancrés dans mon esprit. Chaque fois que je passais devant l'ancien bâtiment de Harris Capital, maintenant juste une coquille de béton vide avec une pancarte poussiéreuse, à louer, je ne ressentais plus de haine. Au lieu de cela, je ressentais une pointe de regret, non pas pour mon père,
mais pour l'homme qu'il aurait pu être. Il avait tout, une famille, une carrière et la chance de vivre une vie pleine de sens. Mais il a choisi la cupidité, la trahison, et s'est finalement perdu. J'ai commencé à écrire mon histoire, non pas pour que le monde la lise, mais pour Nathan. Un jour, quand il sera plus grand, je veux qu'il la lise et comprenne que la vie ne se résume pas à ce que l'on accomplit, mais à la façon dont on fait face à ses défis. Et j'ai écrit sur la plus grande leçon que j'ai apprise. La justice ne consiste pas en des représailles, mais en l'audace de défendre ce qui est juste, même si cela signifie s'opposer à sa propre famille. Nathan, mon petit garçon, est ma lumière la plus vive. Je passe plus de temps avec lui, lui enseignant l'honnêteté, la gentillesse et la protection des personnes vulnérables. Un jour, alors que nous dessinions dans le jardin de ma mère, Nathan a levé les yeux et a demandé « Papa, est-ce que mamie est une super-héroïne ?» Elle a battu le méchant. J'ai ri, lui ébouriffant les cheveux, « Tu as raison, mon grand. Mamie est une super-héroïne, mais pas parce qu'elle a battu le méchant. C'est une super-héroïne parce qu'elle n'a jamais abandonné, peu importe à quel point la vie était dure. Ces après-midi avec ma famille sous les couchers de soleil rouge-feu de la côte de l'Oregon m'ont appris la vraie valeur du bonheur. Il ne réside pas dans des fêtes extravagantes, des gratte-ciel imposants ou l'approbation des autres. Le bonheur, c'est s'asseoir avec Audrey, l'écouter parler d'un patient qu'elle a aidé à surmonter sa douleur. C'est regarder Nathan courir et rire sans souci. C'est regarder ma mère, la femme qui est revenue d'entre les morts et la voir vivre en accord avec elle-même. Un soir, alors que nous étions assis autour de la table du dîner dans la maison de ma mère au bord de la mer, j'ai levé les yeux vers ceux d'Audrey, de Nathan et de ma mère. Ma voix était rauque mais remplie d'émotion. Comme je l'ai dit, je pensais que le bonheur consistait à réussir, à être reconnu par les autres. Mais après tout ce que j'ai appris, le bonheur, c'est de vivre sans peur et de pouvoir garder la tête haute et dire « Je n'ai pas trahi ma conscience ». Ma mère m'a pris la main, ses yeux brillants. « Tu m'as rendu fier, Oliver », a-t-elle dit. Audrey a souri, posant sa main sur mon épaule, et Nathan, avec encore de la confiture de fraises sur les lèvres, a ajouté. Papa est mon super-héros. Nous avons éclaté de rire. Et à ce moment-là, j'ai su que, peu importe à quel point le passé avait été douloureux, nous avions trouvé la lumière. Nous nous étions trouvés.